va démarrer avec la revenante de Rainham Hall. Au cœur des terres anglaises, enveloppée dans la brume et le mystère, se dresse la majestueuse demeure de Rainham Hall. Cette bâtisse érigée au XVIIe siècle est imprégnée des récits de ceux qui y ont vécu, mais aucun aussi captivant et énigmatique que celui de la dame en brun ou de Brown Lady. Cette apparition spectrale, qui aurait été aperçue à maintes reprises au fil des siècles, est entrelacée dans l'histoire de la famille qui possède le domaine depuis sa construction. La légende de la Dame en brun naît véritablement en 1835 lors d'une soirée organisée par Lord Charles Tonhun. Parmi les invités se trouvaient le colonel Loftus et un certain Hawkins, qui allaient devenir les premiers témoins oculaires de cette apparition surnaturelle. Se promenant de nuit, Loftus aperçoit une forme étrange, une vision fugace qui disparaît avant qu'il ne puisse l'identifier. La semaine suivante, la forme se manifeste de nouveau, cette fois à Loftus et à Hawkins. Ils décrivent une femme vêtue d'une robe de satin marron, dont le visage semblait luire étrangement, accentuant la noirceur de ses orbites. Une peinture fut réalisée d'après cette description, œuvre d'un artiste anonyme qui trouva sa place dans la chambre fréquemment visitée par le fantôme. Quelques années plus tard, c'est le capitaine Frédéric Maria qui rapporte une nouvelle rencontre avec celle-ci. Ayant entendu les récits précédents, il était sceptique. Il attend avec un revolver prêt à affronter la dame en brun. Une nuit, alors qu'il retourne à sa chambre accompagné de Hawkins, ils sont confrontés à la silhouette de la femme, descendant les escaliers, une lampe à la main. Maria reconnaît immédiatement le visage du portrait. Tentant de tirer sur elle, il réalise que la balle traverse le fantôme qui disparaît sans laisser de traces. L'événement qui allait immortaliser la Dame en brun dans l'histoire paranormale se produisit en 1926. Le capitaine Provence et son assistant, alors en mission pour photographier Rainham Hall pour le magazine Country Life, capturent une image qui allait devenir très célèbre. Shira, donc l'assistant, voit une ombre se matérialiser sur l'escalier, tandis que Provence, sceptique, prend néanmoins une photo. Le développement effectué par le chimiste Benjamin Jones, en présence de Shira, révèle une image fantomatique de la Dame en brun. Publiée en décembre 1926 dans le Country Life, la photo devient un sujet de fascination et de controverse. Malgré les spéculations sur un potentiel montage, les analyses du négatif confirment qu'il n'a pas été altéré. Coucou David, coucou Mathieu. En fait, il avait déjà préparé une arme, donc en fait, il pensait que c'était un être humain. Qui est la Dame en brun? Serait-ce Lady Dorothy Walpole, épouse du deuxième vicomte Towson? Mariée après la mort de la première femme de Towson, Dorothy aurait été la maîtresse du lord. À la découverte de cette liaison, Towson l'aurait enfermée dans ses appartements à Raynham. Officiellement morte de la variole en 1726, des rumeurs suggérèrent une fin plus sinistre entre le cœur brisé et l'assassinat.
Son esprit, séparé de ses 5 enfants, entrait les escaliers de la demeure, lieu de sa dernière apparition connue en 1936. La Dame en brun transcende la simple histoire de fantôme pour toucher à des thèmes universels de trahison, d'amour et de réclusion. Sa présence, si elle perdure, est un lien avec le passé, une fenêtre sur les tragédies et les passions qui ont animé les couloirs de cette ancienne demeure. Au fil des siècles, la Dame en brun est devenue plus qu'une légende locale. Elle est le symbole des âmes perdues, errant sans repos, en quête de paix et de justice. Rain Hall, avec son architecture imposante et ses jardins enveloppés de mystères, reste un témoin privilégié de l'histoire anglaise, habité non seulement par les vivants, mais aussi peut-être par ceux qui ont laissé une empreinte indélébile dans les pierres. La Dame en brun, avec son regard énigmatique et sa robe de satin marron, demeure l'une des apparitions les plus célèbres et les plus intrigantes du Royaume-Uni. Une énigme enveloppée de brume du temps, rappelant que certains mystères restent insaisissables, défiant les siècles et la logique et hantant l'imaginaire collectif bien au-delà des murs de la propriété. Coucou Chad, si je vous vois pas pendant que je lis une histoire, ne vous inquiétez pas, je vous ferai coucou dès que j'aurai terminé ou dès que je leverai mon nez de mon livre. Parce que j'essaye de rester attentive, parce que comme j'ai pas une très très bonne vue, ça peut parfois être compliqué. Comment vas-tu, Mathieu? Est-ce que tu vas mieux aujourd'hui? Voilà, ça c'était la première histoire. C'est pour ça que je vous disais qu'on aura vite terminé le livre ici. T'en fais pas, Lily. Mais on en a d'autres, hein. Attendez. Attendez, hein, parce que. Est-ce qu'ils sont ici? Ou est-ce qu'ils sont là? Bah attendez, parce que j'en ai partout, moi, des livres. Hmm. Ouais, ils sont ici. Même si on viendrait avoir fini aujourd'hui et qu'on n'aurait pas fait longtemps, j'ai encore celui-ci, euh, celui-ci et celui-là. Donc, on a de quoi faire. Ça, c'est le tome 1 et ça, c'est le tome 2 et ça, c'est un à part. Ça va un peu mieux, mais toujours malade. Mettre au chaud, boire des tisanes avec du citron, du vin chaud, avec du sucre pour transpirer, utiliser des huiles essentielles pour purifier l'air chez toi, comme le Ravinsara ou le Titri. J'ai remonté ma chaise. Je suis perchée, mais alors, comme je ne sais pas quoi sur cette chaise, et j'ai l'impression que, en fait, même quand je la remonte tout en haut, eh ben, je suis encore trop petite. Alors, l'histoire suivante, c'est la maison de la sorcière de Salem. Au cœur de Salem, dans le Massachusetts, une ville désormais synonyme de mystère et de sorcellerie, se dresse une maison qui a traversé les siècles, enveloppée dans un voile d'histoire sombre et de légendes. Cette maison, connue sous le nom de la maison de la sorcière de Salem, porte en elle les échos d'un passé tumultueux, une époque où la peur et la suspicion pouvaient sceller le destin d'un homme ou d'une femme par la simple accusation de sorcellerie. Ah, ça c'est embêtant en effet, si
tu n'as rien de tout ça chez toi. L'histoire de Salem est indissociable des procès de sorcières en 1692, un chapitre sombre de l'histoire américaine où la paranoïa, les disputes de voisinage et les tensions religieuses ont conduit à l'arrestation de plus de 200 personnes. 20 d'entre elles furent exécutées, victimes de la peur collective de l'injustice et de l'injustice. La maison de la sorcière se tient sur un sombre mémorial de ces événements, un lieu où l'on dit que les esprits de ceux injustement accusés errent encore, prisonniers d'un monde qu'ils ne peuvent quitter. Coucou Carpaccio. Eh ben, du thym, ce serait déjà très bien. Tu vas bien? T'es en congé aujourd'hui? La construction de la maison remonte bien avant les procès, mais son association avec l'une des figures les plus notoires de cette époque, le juge Jonathan Corwin, un des magistrats des procès, qui lui a valu son sinistre prénom. Corwin, homme de loi respecté mais craint, résidait dans ce qui est aujourd'hui connu comme la maison de la sorcière, où certains prétendent que des interrogatoires des accusés de sorcellerie auraient eu lieu, bien que les preuves historiques de tels événements soient encore floues. Au fil des années, la maison est devenue une attraction pour ceux fascinés par l'occulte, attirant visiteurs et chercheurs de fantômes avides de sentir le frisson du surnaturel. Des témoignages de phénomènes inexplicables abondent, objets se déplaçant de leur propre accord, murmures dans le vide et même apparitions d'esprits vêtus de vêtements de cette époque, errant sans but dans les pièces et les couloirs de la vieille demeure. En week-end. L'une des histoires les plus persistantes est celle de l'apparition d'une femme habillée dans le style austère du XVIIe siècle, vue plusieurs reprises dans les jardins de la maison. Les témoins la décrivent comme étant mélancolique, marchant d'un pas lent, son regard perdu dans le vide, comme à la recherche de quelque chose ou de quelqu'un. Certains croient qu'elle est l'esprit d'une des accusées revenant sur les lieux de son ultime humiliation et de souffrance. Les enquêteurs paranormaux qui ont visité la maison rapportent des niveaux élevés d'activité spectrale avec des enregistrements de EVP, ce sont des Electronic Voice Phenomena, donc des EVP, capturant ce que nous on appelle des EVP, capturant des voix inexpliquées, des frissons soudains dans l'air et des batteries de matériel se déchargeant sans raison. Une pièce en particulier qui aurait servi de chambre à coucher au juge est souvent citée comme étant particulièrement chargée, un point focal d'énergie inexplicable. Mais au-delà de la peur et de la fascination pour le surnaturel, la maison de la sorcière sert de rappel poignant d'une période tragique de l'histoire où l'hystérie collective a pu mener à une injustice mortelle. Les guides touristiques et les panneaux d'information autour de la maison mettent en lumière non seulement les récits de fantômes, mais aussi les leçons tirées des procès de sorcières, soulignant l'importance de la raison et de la tolérance et de la justice dans une société. Visiter la maison de la sorcière de Salem, c'est marcher sur les traces d'un passé à la fois sombre et fascinant, où l'histoire et la légende se rencontrent. C'est un lieu qui continue de captiver l'imagination, non seulement pour ce qu'il révèle pour notre fascination pour le paranormal, mais aussi pour ce qui nous rappelle sur la nature humaine, capable du meilleur comme du pire, sous l'emprise de la peur et de l'ignorance. Et que ceci
que vous l'entendiez. Hmm. La peur et l'ignorance. Moi, personnellement, quand je suis très prise, j'ai tout le temps du Vicks. Alors, j'en mets tous les jours parce que je suis quelqu'un qui a des problèmes au niveau olfactif, au niveau du nez. Dès que je suis en position horizontale, j'ai mon nez qui est bouché. Donc, je mets tout le temps du Vicks pour dormir. Mais, euh, mais sinon, dès que je suis malade, je m'enduis la gorge, les poumons devant, dans le dos, etc. Dormir, c'est pour les faibles. Oui, voilà pourquoi je ne dors quasiment jamais. Dans l'ombre, l'histoire suivante, c'est les chuchoteurs du cimetière de Highgate. Dans l'ombre des rues londoniennes, parmi les récits de brume et de mystère qui tissent l'histoire de la ville, se dresse le, le cimetière de Highgate. Un sanctuaire d'histoire oublié, de légendes et d'échos paranormaux. Cet endroit, ouvert en 1839, 4 jours avant le 20e anniversaire de la reine Victoria, est devenu l'épicentre d'événements inexplicables et de rencontres avec l'au-delà. Le cimetière est un héritage funéraire. Après, avec près de 166 800 âmes reposant dans 51 800 caveaux, Highgate n'est pas un simple cimetière, c'est une bibliothèque de pierre et de verdure qui raconte les vies et les époques passées. Divisée en deux parties, l'Est et l'Ouest, reliées par un tunnel sous Swains Lane, ce lieu offre une immersion dans un passé que le temps semble avoir épargné. La partie ouest, surnommée la Cité des Morts, est particulièrement réputée pour son ensemble de tombeaux et de mausolées d'inspiration égyptienne et pour abriter les sépultures de personnalités telles que Faraday, Karl Marx et George Eliot. Au milieu de cette atmosphère poétique et parfois mélancolique, certains visiteurs rapportent avoir entendu des chuchotements, comme si les murs eux-mêmes tentaient de communiquer. Ces murmures semblent provenir du cœur même de Highgate, là où se dresse un cèdre majestueux au centre d'un cercle. Ce cercle est nommé de Lébanon Circle. Harry, ils sont pas indulgents pour les noms, hein. Koundadjan, ancien collaborateur de l'Orient, le jour évoque sa surprise lorsqu'il découvrit cet arbre, témoin silencieux d'une histoire mêlée de mystère et d'histoires de revenants, liant étrangement ce lieu au Liban. Parmi les récits qui hantent ce cimetière, celui de la dépouille d'Elisabeth Sidal, épouse du poète Dante Gabriel Rossetti, demeure l'un des plus troublants. En 1869, Rossetti, guidé par un désir désespéré de retrouver un recueil de poèmes enterré avec sa bien-aimée, découvrit que le corps de Sidal, décédé 7 ans plus tôt, était étrangement préservé. Les cheveux roux ayant continué à croître, enveloppaient le livre, offrant une image à la fois macabre et fascinante qui inspira Bram Stoker pour une de ses nouvelles. La notoriété paranormale de ce cimetière atteint son apogée dans les années 70, donc 70, lorsque David Farran rapporta des attaques nocturnes près du cercle de l'arbre. Convaincu de la présence d'un vampire, Farran organisait une messe noire, médiatisée dans l'espoir d'apaiser les esprits perturbés du cimetière.
Cette nuit-là, deux jeunes filles affirmèrent avoir vu des morts émerger de leur tombe, ajoutant une couche supplémentaire de mystère. Désormais, il sera réputé comme étant un centre de magie noire. Coucou Stella. Oui, il me semble, Nico. Malgré son passé sombre et ses légendes de revenants, Highgate reste un lieu d'une beauté saisissante où la nature et l'histoire s'entrelacent. La partie la plus récente du cimetière surprend par son atmosphère à la fois sereine et fantastique, loin de l'image morbide que certains pourraient en avoir. La partie la plus ancienne, avec ses tombes progressivement abandonnées et englouties par la végétation, offre un cadre mystérieux qui stimule l'imagination. Quant au mystère du cèdre, son origine demeure un sujet de spéculation. Ce majestueux arbre au milieu du lieu si chargé d'histoire est-il un gardien silencieux veillant sur les âmes ou simplement un témoin de l'histoire naturelle et humaine entrelacée dans ce lieu unique? Highgate, avec ses chuchoteurs, ses histoires de vampires et ses récits de corps préservés, est plus qu'un cimetière. C'est un carrefour où se rencontrent le passé, le présent, la réalité et le mythe. Les énigmes liées à cet endroit restent non résolues, laissant les visiteurs et les chercheurs de vérité à contempler les mystères de la vie, de la mort et ce qui pourrait se trouver au-delà. Ryan était là hier, mais aujourd'hui il m'avait prévenu qu'il ne serait sûrement pas présent. Après, on est samedi soir et souvent le samedi, je sais qu'il sort. Donc, il est jeune, hein, donc c'est normal. Donc, il sera là sûrement lundi, Mathieu. Lundi, tu pourrais le trouver. Alors, l'histoire suivante, c'est le passager du vol 401. Il est arrivé, je pense, un petit peu après toi, hier. Dans les annales de l'aviation, certaines histoires demeurent gravées dans la mémoire collective, non seulement pour les tragédies qu'elles relatent, mais aussi pour les mystères inexpliqués qui les entourent. L'une de ces histoires est celle du vol Airline 401, dont le destin tragique dans les Everglades de Floride fut accompagné de phénomènes paranormaux qui, qui continuent d'intriguer à ce jour. Ah, c'est marrant, on a parlé du triangle des Bermudes il n'y a pas si longtemps que ça. La nuit du 29 décembre 1972, un Lockheed L-1011 Trissar immaculé, euh, immatriculé N310EA entreprenait son vol de New York à Miami, avec à son bord 163 passagers et 13 membres d'équipage. Cet avion propulsé par 3 moteurs Rolls-Royce était une merveille de technologie, totalisant seulement 975, non, 975 heures de vol pour 512 cycles. C'était le premier accident aérien de l'histoire impliquant un gros porteur et il allait marquer profondément
l'industrie de l'aviation. L'équipage, composé du commandant Robert Loft, du copilote Albert Stockstill et du mécanicien navigant Donald Repo, était hautement expérimenté. Cependant, une série d'événements malencontreux allait transformer ce vol en catastrophe. Alors que l'avion s'apprêtait à atterrir à l'aéroport international de Miami, un problème technique mineur concernant l'indicateur de sortie du train d'atterrissage allait capter toute l'attention de l'équipage. Ça va les détourner de la surveillance des instruments de vol essentiels. En cherchant à résoudre le problème de l'indicateur, l'équipage n'a pas remarqué la lente descente de l'avion qui a finalement percuté le sol des Everglades à 23h42, moins de 10 minutes après la découverte du problème. Ce crash a été d'une violence inouïe. L'avion se brisant en plusieurs morceaux a causé la mort de 101 personnes, faisant de cet incident l'un des plus meurtriers de l'époque. L'enquête menée a conclu à une erreur humaine, l'équipage ayant été distrait par le problème technique au point d'oublier de surveiller l'altitude de l'avion. Cette tragédie a servi de catalyseur pour les changements significatifs dans les formations des pilotes, mettant désormais l'accent sur des facteurs humains et la gestion des ressources en cockpit. Mais c'est dans les mois suivant le crash que l'histoire prend une tournure des plus étranges. Selon John Fuller, auteur spécialisé dans le paranormal, le commandant Loft et le mécanicien Ripo, tous deux décédés dans le crash, auraient été aperçus à une vingtaine de reprises dans d'autres avions. Ces apparitions, toujours en uniforme, auraient été observées par des équipages et passagers. Certains affirment même les avoir reconnus sur des photos après leur rencontre. La légende voulait que des pièces récupérées de l'épave aient été réutilisées dans d'autres avions que, que ces derniers, attendez, aient été réutilisées dans d'autres avions et que ces derniers soient hantés. Voilà. Eastern Airlines a fermement nié ces allégations, les attribuant à des plaisanteries ou à l'imagination fertile de ceux qui les propagaient. Malgré cela, les récits de ces apparitions ont alimenté les légendes du vol 401, la transformant en un des mystères les plus fascinants de l'aviation. Le vol Line 401 reste gravé dans l'histoire non seulement comme une tragédie aérienne due à une série d'erreurs humaines, mais aussi comme le cœur d'une des histoires de fantômes les plus persistantes dans le monde de l'avion. L'intersection entre le drame humain et le paranormal continue de fasciner et d'intriguer, faisant de ce vol un sujet de discussion inépuisable pour les passionnés d'histoire, aéronautique et les mystères inexpliqués. Hmm. Coucou Palaman, je t'avais pas vu. Comment vas-tu? On surveille Chad, Caro et Angel sont top. Elle met plein de choses intéressantes. C'est bizarre, on entendait un bruit d'eau. L'histoire suivante est la page 69 du livre. Alors ça me fait toujours sourire. Le fantôme de la bibliothèque de Combermere. Au cœur du comté de Cheshire,
en Angleterre, se dresse l'abbaye de Combermere, un monument dont les fondations remontent au XVIIe siècle, au XIIe siècle. Initialement érigée par des moines bénédictins en 1133, cette abbaye a traversé les époques, se transformant au fil des siècles pour devenir aujourd'hui un hôtel et une attraction touristique. Mais ce qui attire tant l'attention sur ce lieu, outre son histoire riche et sa beauté oh, architecturale, est une histoire de fantôme qui perdure depuis la fin du XIXe siècle, celle de Lord Combermere et de la photographie mystérieuse prise dans sa bibliothèque. C'était un commandant de cavalerie britannique renommé pour ses exploits militaires au cours du XIXe siècle. Il a marqué son époque par sa bravoure. Sa vie, riche en aventures et en honneurs, prit un tournant tragique lorsqu'en 1891, il rencontra la mort dans une collision violente avec une carriole dans les rues de Londres. C'est dans ce contexte de deuil que fut prise une photographie qui allait alimenter les discussions sur le paranormal pendant des décennies. Lors de ses funérailles, une photographie avec une longue exposition d'1 heure fut prise dans la bibliothèque de l'abbaye. À sa grande surprise, l'image révéla la silhouette d'un homme assis dans un fauteuil ressemblant étrangement à Lord Combermere, lui-même décédé quelques jours auparavant. La photographie captura l'attention de Sir William Barrett, membre de la Société physique de recherche, une organisation dédiée à l'étude des phénomènes paranormaux. Initialement sceptique, Barrett envisagea la possibilité qu'un serviteur ait involontairement été photographié avant de revenir sur cette théorie face à l'absence d'explication rationnelle satisfaisante. Le mystère autour de cette apparition spectrale et la ressemblance frappante avec le Lord défiaient toute logique. En effet, même si quelqu'un d'autre était assis, c'était pas la même chose. Si on les voit, tes émotes. Coucou Miao Mix. Je t'ai envoyé le lien sur Instagram. Depuis lors, l'abbaye et sa photographie sont devenues une source de fascination pour les amateurs de paranormal et de l'histoire. L'histoire de Lord Combermere et de son apparition présumée dans la bibliothèque de son ancienne demeure a traversé les générations, invitant au questionnement sur sa vie après la mort et les possibilités d'apparition spectrale. Eh bien, écoute, tant mieux si tu l'as vu. Transformée en hôtel et en lieu de visite, l'abbaye continue d'accueillir les curieux et les voyageurs attirés par son histoire, son architecture et pour certains par l'espoir d'apercevoir le fantôme de Lord Combermere. La légende du fantôme de la bibliothèque enrichit le patrimoine de l'abbaye, offrant une dimension supplémentaire à l'expérience des visiteurs. L'histoire du fantôme est plus qu'une simple anecdote paranormale, elle est le témoignage d'une époque, d'un personnage historique et de l'attachement émotionnel à un lieu. La photographie mystérieuse de la bibliothèque de l'abbaye reste l'un des cas les plus intrigants et discutés dans les cercles paranormaux et historiques. Elle rappelle que parfois, l'histoire, la mémoire et le mystère se rencontrent dans un moment capturé, hors du temps, laissant place à l'interprétation, à la fascination et pour certains à la croyance
en l'inexplicable. Ils sont jolis, tes petits fantômes, Caro. Ces petits fantômes de Johnson, je pense, ceux-là. Oh, je me suis fait un torticolis, Jeanne. C'est mal de ouf. Quand je dois bouger la tête, c'est horrible. L'histoire suivante s'appelle Le visiteur de la prison d'Alcatraz. Au cœur de la baie de San Francisco, l'île d'Alcatraz se dresse comme un témoignage silencieux de certains des chapitres les plus sombres de l'histoire criminelle américaine. De 1934 à 1963, cette prison fédérale de haute société a enfermé derrière ses barreaux les criminels notoires, transformant ce lieu, cet endroit, en un lieu chargé d'histoire et de mystère. 10 ans après sa fermeture, Alcatraz s'est ouvert au public, devenant un incontournable de l'État de Californie, mais également le théâtre d'événements surnaturels qui continuent de fasciner les visiteurs. Dès la descente du bateau, une atmosphère étrange enveloppe les visiteurs, comme si les âmes tourmentées des anciens détenus erraient encore entre les murs de la forteresse. Des ombres, des cris inexpliqués, des bruits de pas résonnent dans le couloir principal, là où la tentative d'évasion de Bernard Coe, Joe Kretzer et Marvin Hubbard a tragiquement échoué le 4 mai 1946. Les archives d'Alcatraz témoignent d'une série de phénomènes paranormaux qui ont troublé gardiens et prisonniers. Des hurlements lugubres, des odeurs de soufre et des sensations de froid glacial sont autant d'épisodes qui alimentent la légende de la prison. Parmi ces récits, celui d'Al Capone, qui des années après sa mort continuait de jouer du banjo dans les douches, est particulièrement saisissant. Mais le bâtiment le plus hanté reste le bloc D, surnommé le Trou. La cellule 14D, d'une froideur inquiétante, même par temps chaud, semble être le cœur des manifestations paranormales. Les visiteurs qui s'aventurent dans la cellule 12D rapportent une sensation oppressante d'être observés. Certains évoquent une présence malveillante. Dans les années 80, la célèbre médium Sylvia Browne a exploré Alcatraz, affirmant entendre le nom du boucher près du bloc C. Ce criminel condamné à la prison à vie pour une centaine de meurtres ajoute une touche supplémentaire à la mystique d'Alcatraz. Malgré les témoignages et les enquêtes, les phénomènes étranges d'Alcatraz demeurent un mystère. Les gardiens actuels de l'île, confrontés quotidiennement à des événements inexplicables, perpétuent les récits. L'île, avec ses histoires de fantômes et d'évasions dramatiques, reste une énigme captivante l'imagination de millions de visiteurs. Cette île n'est pas seulement une prison dont on ne s'évade pas, c'est un lieu où les âmes en peine semblent condamnées à errer éternellement. Cette île, témoin de tant de destins brisés, continue de susciter la curiosité et l'émerveillement, rappelant que derrière les barreaux se cachent des histoires humaines complexes et parfois insondables. Parmi les résidents les plus célèbres d'Alcatraz, Al Capone et Roger Stroud, le birman, ont laissé une empreinte indélébile sur l'histoire de la prison. Capone, arraché à ses privilèges habituels, a trouvé refuge dans la musique, tandis que Stroud
Isolé, mais jamais vaincu, s'est plongé dans l'étude des oiseaux. Leur histoire, à l'instar de celle d'Alcatraz elle-même, oscille entre la réalité brutale et les légendes qui transcendent le temps. Les tentatives d'évasion d'Alcatraz, particulièrement celles de Frank Morris et des deux frères Anglin, demeurent une dimension d'aventure et de mystère à la légende de la prison. Leur sort incertain alimente le mythe d'Alcatraz, renforçant l'idée que certains mystères resteront à jamais non résolus. Alcatraz, avec son passé tumultueux et ses résidents fantomatiques, continue de captiver l'imagination collective. Cette prison, devenue musée, offre une fenêtre sur les abysses de l'âme humaine, sur les histoires de rédemption et de condamnation. Elle nous rappelle que même dans les lieux les plus sombres, l'espoir et la curiosité de l'homme pour l'inexpliqué demeurent vivaces. Hmm, j'ai des images bizarres en tête. Hmm. Au secours, Lily, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai raté avec mon nez planté dans mon livre? Que se passe-t-il dans le chat? Racontez-moi. Caro est en danger, Lily. Elle va se faire rouler. Ah bon? Tu vas te servir, tu vas être mise comme une nem? J'ai voulu rouler Caro. Et qu'est-ce que tu lui as fait pour la rouler? Comme une cigarette? Me manger façon nem. Mais ça, elle le fait déjà. euh, Elle le fait déjà, Caro, quand elle se met dans sa couverture. Elle se némifie. Ouais, t'inquiète, va chauffer l'eau de ton thé. Mais rien, je n'ai rien fait. Pauvre Caro, qu'est-ce que vous lui faites encore? Oui, je me némifie toute seule. C'est exactement ça. Dans sa grenouillère en plus, hein. La grenouillère est importante, hein, n'oubliez pas. Tu vas la tremper dans la sauce. Mais en fait, la grenouillère, il faut savoir qu'en Asie, on mange des grenouilles. La grenouille. C'est à ça que je pensais. Au lieu de faire des cuisses de grenouille, eh ben, c'est des nems à la grenouille. Pas qu'en Asie, oh, je sais. En France aussi, des cuisses de grenouille. Ouais, je sais, j'en ai déjà mangé, Neko. J'en mangeais dans le temps. Maintenant, je mange plus ça. Pauvre petite bête. Un peu une baignoire de sauce pour m'y tromper. C'est ça. Oui, au beurre à l'ail. Pour ça, c'est pareil pour les escargots, hein. Les escargots au beurre à l'ail, c'est bon, mais pauvre petite bête aussi, hein. Ils sont cuits vivants, hein. Il y aurait de la sauce partout, je me laisserais pas faire. C'est l'entracte cuisine. Oui, les grenouilles sont découpées vivantes, ça je suis d'accord, mais les escargots, ils sont cuits vivants. Les cuisses de grenouilles surgelées viennent de Thaïlande car elles sont plus grosses. C'est possible. Après, dans le sud de la France, moi j'avais tout le temps des grenouilles. Chaque année que j'allais dans le sud et que quand j'étais enfant, je prenais des têtards, je les mettais dans un seau et puis quand ils se transforment en grenouilles,
J'allais les rejeter en rivière. C'est comme les poissons emballés hermétiquement alors qu'ils sont encore en vie. Les poissons, tout entiers, non, c'est des morceaux de poissons qui sont emballés. Enfin, moi, j'achète jamais de poisson complet, j'achète des morceaux de poisson, soit du colin ou du saumon en bloc, mais pas complet, quoi. Ça, je savais pas qu'ils étaient mis en, voilà, défilés. Je savais pas qu'ils étaient congelés tout entiers. Oh, pauvre bête. Ils étouffent et puis ils sont congelés. Quelle horreur. L'être humain est quand même vachement cruel, hein. C'est comme les homards, hein. Les homards, c'est pareil. Ils sont pris vivants dans l'aquarium et ils sont cuits dans une casserole d'eau bouillante. Mais c'est horrible. Ça doit être en Chine. Ouais, à mon avis, ouais. Oui, les crabes, c'est pareil. Ils sont pêchés, ils sont mis en soute et dans la soute, il y a de la glace. Donc ils sont congelés vivants. Oh! Donc ils sont congelés dans la glace, dans la soupe, c'est ça? Pauvre bête. Je me rappelle que moi, mon père, il allait à la pêche, il pêchait la truite en rivière, dans le Verdon, ceux qui connaissent. Il avait un petit marteau spécial et quand il attrapait les truites, il les assommait. Ouais, c'est ça. Il les assommait et puis après, il avait une serviette et il les mettait dedans. Ouais, quand elles étaient assommées, elles étaient tuées. Et un jour, il arrive à la maison et il dit à maman, mets de l'eau dans la baignoire, la truite n'est pas morte. Donc, il voulait pas la tuer, elle avait tenu le coup jusque-là, donc on l'a mis dans la baignoire. Et le lendemain, je l'ai mis dans un seau et j'ai été la remettre en rivière. Toute la nuit, elle a sauté dans la baignoire. Un genre de dégorgement. En fait, c'était un truc rond, comme ça, ainsi, en dur, hein. Et tac, il tapait sur sa tête et voilà. Ben, c'est ça. Lui, il prenait les truites pour qu'on les mange parce qu'on les mangeait. Après, quand elles avaient une certaine... Oui, c'est ça, c'est rond. Oh, il doit encore avoir... Il y a encore son matériel de pêche, hein, dans la cave de la maison, hein. Eh ben, il tuait le nombre de poissons qu'il avait besoin pour le repas. Mais s'il en pêchait plus, parce qu'il pêchait, il pouvait partir toute une journée, il les relâchait. Le côté gros et l'autre côté plus petit. Oui, pour retirer l'hameçon, c'est ça, parce qu'il pêchait à la mouche. Mais bon, ça c'est vraiment de la pêche à la rivière, il faut être solide, hein, parce que il faut remonter le courant, etc. Donc, c'est pas comme quand on se met au bord d'un lac et qu'on pêche. Voilà, lui, il pêchait ce qu'il fallait. Et puis, bah, quand c'était trop petit, parce que c'était en dessous de 22 centimètres, quand c'était en dessous de 22 centimètres, c'était trop petit, il fallait les relâcher. Et il y avait des gens qui ne le faisaient pas.
Faut être patient. Après, en rivière, faut être patient, mais en même temps, comme tu marches, c'est distrayant et en même temps, tu vois. Moi, j'aimais bien d'aller avec lui à la pêche. Par contre, je détestais aller au canal ou à l'étang ou quoi. Ça me saoule en fait. Oui, mais du coup, c'est plus des truites de rivière. Parce que, attention que après, il y avait les truites saumonées, et ça n'a plus rien à voir, hein. À l'époque, la chair des truites n'a rien à voir en rivière, à côté de celle que vous pêchez en étang, hein. J'ai eu l'occasion d'en manger en étang, parce que j'avais des amis qui pêchaient en étang. C'est dégueulasse, ça a un goût de vase. Quand vous avez mangé des truites qui venaient de la rivière, ça n'a rien à voir. Non. Alors, on reprend nos histoires. Le manoir de Monte Cristo est l'histoire suivante. Oui, et du coup, ça fait des truites saumonées. Comment, David? Goéland. Ah non, en rivière, c'est super bon. En rivière, c'est super bon, choupi. Mais c'est qu'elles n'étaient pas bien préparées. Il y a une façon très particulière de... Ça pince les goélands. Ah oui, ça pince, en effet. Le manoir de Monte Cristo. Dans le cœur de la Nouvelle-Galles du Sud, sur une colline dominant la ville de Djoun, se dresse le Monte Cristo manoir. Un manoir victorien construit en 1885 par le pionnier local Christopher William Crowley. Son architecture imposante et ses jardins soigneusement entretenus contrastent avec les sombres récits qui ont façonné sa réputation de lieu les plus hantés d'Australie. Cette demeure est développée d'une aura mystérieuse, alimentée par des histoires de fantômes, des phénomènes inexplicables et des tragédies qui semblent imprégner ses murs. Les Crowley ont occupé cette propriété jusqu'en 1948, époque à laquelle la maison, laissée vacante, fut confiée à la garde de plusieurs intendants. Ce fut en 1963 que Reg et Olive Ryan en firent l'acquisition et entreprirent de la restaurer. Sous leur égide, le Monte Cristo retrouva sa splendeur d'antan, mais aussi, semble-t-il, ses hôtes surnaturels. La propriété a été le théâtre de nombreux incidents tragiques, qui auraient bien évidemment alimenté son caractère hanté. Un gardien assassiné en 1961, un jeune enfant mort dans une chute dans les escaliers, une jeune femme de chambre tombée du balcon, un garçon d'écurie brûlé vif. Autant de drames qui ont marqué les lieux. Harold, le fils d'un gardien, enfermé et enchaîné pendant 40 ans dans une maisonnette sous le domaine, fut retrouvé recroquevillé auprès de sa mère décédée avant d'être interné et de mourir peu après. Il nous a caché ça, Caro. Les phénomènes paranormaux rapportés sont nombreux et variés. Apparition de lumières mystérieuses, voix éthérées, pas dans les couloirs ou sur le balcon, sans présence visible, portes qui s'ouvrent et se referment sans intervention ou encore la découverte macabre de chatons morts et mutilés dans la cuisine. Ces manifestations ont contribué à forger la légende de Monte Cristo. Parmi les lieux particulièrement chargés d'histoire, la chambre des garçons se distingue. Des invités et des médiums y ont ressenti la présence oppressante de Madame Crowley, certains se voyant même contraints de quitter la pièce sous son ordre invisible. Des pleurs inexpliquées, des crises d'asthme soudaines chez des personnes auparavant en bonne santé, ou l'apparition d'un visage d'un homme à la fenêtre ont été rapportés, renforçant le mystère enveloppant cette chambre. Le jardin
avec son célèbre Knott Garden, est le théâtre d'apparitions éphémères d'enfants en costume de marin jouant près d'un arbre avant de disparaître sans laisser de traces. Ces visions ajoutent une touche poignante à la série d'événements inexplicables liés à Monte Cristo. Les écuries elles-mêmes ne sont pas épargnées par le surnaturel. Des témoins ont décrit des forces invisibles luttant contre eux pour fermer les portes, et des voix sans corps ont été entendues, renforçant la croyance en une présence autre qu'humaine. Des objets qui se déplacent de manière inexpliquée. Les oiseaux chanteurs retrouvés sans vie, sans raison apparente, ou encore les mélodies de piano jouées en pleine nuit par un pianiste invisible contribuent tout à l'atmosphère énigmatique du Monte Cristo. Les fantômes de Monsieur et de Madame Crowley sont souvent évoqués par les visiteurs et les enquêteurs. Des apparitions d'âmes Crowley traversant le balcon ou se promenant dans des couloirs ont été rapportées, tout comme la vision de Monsieur Crowley suivant les visiteurs dans la maison. Ces rencontres parfois effrayantes semblent témoigner d'une empreinte indélébile laissée par les anciens occupants de leur demeure. Les témoignages sur Monte Cristo sont légion et varient de la simple expérience inexpliquée à des rencontres véritablement terrifiantes. Des visiteurs évoquent des lumières apparaissant soudainement dans une maison, pourtant dépourvue d'électricité, des sentiments de malaise intense ou encore des voix rassurantes venant de nulle part. Ces histoires, qu'elles soient issues de l'imagination des visiteurs ou qu'elles révèlent des phénomènes paranormaux réels, ont contribué à faire du manoir de Monte Cristo un lieu fascinant, attirant aussi bien les curieux que les chercheurs du paranormal. Du pâté impérial, du lapin à la citronnelle. Ah, je vous jure. Hmm. L'histoire suivante est l'hôtel Stanley. Au cœur des montagnes du Colorado, attendez. Au cœur des montagnes du Colorado, l'hôtel Stanley se dresse imposant avec ses murs échos d'histoire ancienne et ses couloirs qui tremblent. Euh, Qu'est-ce que je raconte, moi. Ces couloirs qui semblent respirer, vivant de secrets tellement tus. Ce récit commence par une soirée d'octobre où les brumes matinales s'accrochent encore paresseusement au flanc des montagnes, enveloppant l'hôtel dans une étreinte presque surnaturelle. La légende raconte que l'hôtel inspirateur du célèbre Overlook dans Shining de Stephen King est le théâtre de phénomènes inexpliqués depuis des générations. La chambre 217, en particulier, a acquis une notoriété morbide suite à l'exposition d'une lanterne en 1917 qui blessa gravement Elizabeth Wilson, une femme de chambre. Depuis cet incident tragique, des histoires de vêtements mystérieusement rangés et des sensations étranges dans cette chambre se sont multipliées. Stephen King, lors de sa visite en 1974, y trouva l'inspiration pour son roman horrifique. Lui-même a été témoin d'événements inexplicables qui l'ont poussé à écrire l'histoire de Jack, un écrivain alcoolique en proie à la folie et de sa famille isolée dans l'immensité terrifiante de l'Overlook. Tout le monde a vu Shining. Coucou ma Lucia, comment vas-tu? Des décennies plus tard, l'hôtel Stanley, loin de renier ses récits, les embrasse.
Les directeurs de l'établissement, conscients de l'attrait morbide de ces légendes, ont même envisagé de transformer une partie de l'hôtel en un musée d'horreur. La chaîne de télévision diffusant en boucle The Shining dans toutes les chambres n'est qu'un exemple de la manière dont l'hôtel joue avec sa réputation. Mais que se cache-t-il derrière ces histoires? Sont-elles simplement le fruit d'une imagination débordante ou bien l'hôtel est-il réellement hanté? Les sceptiques comme Brian Bonner et Matthew Baxter de la Rocky Mountain Paranormal Research Society arguent que beaucoup de ces phénomènes ont des explications parfaitement rationnelles. Pourtant, de nombreux visiteurs et employés continuent de rapporter des expériences qui défient toute logique. L'attrait de l'hôtel Stanley ne réside pas uniquement dans ses fantômes. C'est un lieu où le passé et le présent se rencontrent et où les histoires de Stephen King et de Stanley Kubrick se mêlent à celles des personnes ayant foulé ces sols depuis plus d'un siècle. L'hôtel est un personnage à part entière avec sa propre histoire à raconter. Une nuit à l'hôtel Stanley est une expérience unique, une plongée dans l'inconnu. Que l'on croit ou non aux fantômes, il est impossible de rester insensible à l'atmosphère chargée d'histoire de l'établissement. C'est un lieu où le temps d'une nuit, les visiteurs peuvent laisser libre cours à leur imagination, explorer les limites de leur rationalité et peut-être aussi entrevoir quelque chose d'inexplicable. Et si les murs de l'hôtel Stanley pouvaient parler, ils raconteraient des histoires de courage, de terreur, d'amour et de désespoir, tissées dans le tissu même de l'établissement. Ils murmurent des invitations à ceux qui osent écouter, à ceux qui, le temps d'une visite, veulent croire que quelque chose d'autre, quelque chose de plus grand et de plus mystérieux se cache juste au coin du couloir. Dans la chambre 217, où le temps semble suspendu, les visiteurs peuvent ressentir la présence d'Elizabeth Wilson, veillant sur eux, témoin éternel des événements qui ont façonné l'hôtel. C'est dans cette chambre que la frontière entre le réel et l'irréel s'amincit, où les visiteurs sont invités à explorer les profondeurs de leur propre peur. L'hôtel Stanley, avec ses fantômes et ses légendes, reste une énigme, un lieu où le passé n'est jamais vraiment passé et où chaque visiteur peut découvrir sa propre histoire de fantôme, réelle ou imaginée. C'est un rappel que parfois, il faut croire pour voir. Coucou Echo, comment vas-tu? Tu n'étais pas une fois. Chaque fois, je me relève parce que je glisse. Les fesses, elles glissent. Quand je suis en hauteur comme ça, je glisse. C'est horrible. Ça va bien, merci. Merci beaucoup. Va bene. L'histoire suivante est le château de Brissac. Dans l'ombre des vallées de la Loire, là où les vignobles s'étendent à perte de vue et où les rivières murmurent les secrets anciens, se dresse le château de Brissac. Ce joyau architectural enveloppé d'une aura mystique cache en son sein des histoires qui traversent le temps, des récits teintés de passion, de trahison et d'éternité. Au cœur de ces légendes, celle de la Dame verte,
Un spectre dont le voile diaphane flotte entre les murs centenaires captive l'imagination de tous ceux qui franchissent les portes de ce château. Il fut bâti et rebâti au fil des siècles, et c'est une sentinelle immuable qui veille sur les pays de la Loire. Sa majesté est incontestée, ses tours élevées défient le ciel, et ses jardins, luxuriants, invitent au rêve. Mais derrière cette façade se cache une histoire tragique, celle de Charlotte de Brézé, fille illégitime du roi XI. C'est possible ça? Du roi XI? Du roi Louis XI? Il y a eu un Louis XI? Devenue, malgré elle, l'âme éternelle de ces lieux. Charlotte, d'une beauté renversante, aux yeux clairs et à la chevelure d'ébène, avait été mariée en grande pompe à Jacques de Brézé, seigneur de ces terres. Ce mariage, arrangé par les familles dans l'intérêt du pouvoir et de la lignée, fut le prélude d'une tragédie. Car si Jacques offrait à Charlotte un nom et une position, il ne pouvait lui donner ce qu'elle désirait, c'est-à-dire l'amour. Quelqu'un a éternué chez toi? Hein? Non. Non, personne n'a éternué. Pourquoi t'as entendu éternuer? Un soir d'été. Ah non, attendez, j'ai loupé un chapitre. La jeune femme, éprise de liberté et de passion, trouva dans les bras de Louis XII non seulement l'affection qui lui manquait, mais une connexion profonde, interdite et incendiaire. Cette liaison, bien que secrète, ne tarda pas à faire écho dans les couloirs du château, suscitant jalousie et rancœur. Un soir d'été, alors que le château était plongé dans le silence lourd, le drame se noua. Jacques, rongé par la jalousie et l'humiliation, surprit les amants fous de rage, il commit l'irréparable. Charlotte fut assassinée, son sang se mêlant aux pierres ancestrales du château. Depuis ce jour fatidique, l'esprit de Charlotte, la dame verte, erre sans repos dans le labyrinthe de pierre, prisonnière de son chagrin éternel. Sa présence est marquée par les murmures dans la salle déserte, les pas légers sur le vieux parquet, et parfois au détour d'un couloir, l'apparition fugace d'une silhouette enveloppée de verre, écho d'une époque révolue. C'est malin, Caro. Non, c'est parce que je m'étais arrêtée pour regarder le chat et j'ai oublié un chapitre. Les témoignages abondent. Des visiteurs parlent de portes qui se ferment soudainement, de courants d'air glacés en plein été, de miroirs qui se voilent sans raison. Certains, plus chanceux ou peut-être plus sensibles, jurent avoir croisé son regard empli de tristesse ou entendu sa voix mélancolique récitant des poèmes d'amour perdu. Les propriétaires actuels, conscients de l'intérêt suscité par ces phénomènes, ont ouvert les portes de leur demeure à ceux qui souhaitent explorer ces mystères. Les visites nocturnes organisées sous le voile protecteur de la nuit promettent une plongée dans l'inconnu, une quête de frissons où chaque ombre, chaque écho devient le vecteur d'une histoire séculaire. Au-delà de la peur et de la curiosité, la légende de la Dame verte est une fenêtre sur le passé, une invitation à réfléchir sur les passions humaines, leurs conséquences et le poids de l'histoire. Le château de Brissac, avec ses pierres imprégnées de souvenirs, rappelle que derrière la grandeur et la beauté se cachent souvent des récits de vie profondément humains, éternellement gravés dans l'écho du temps. Ainsi, le fantôme de Charlotte continue de hanter le château,
non pas comme un spectre vengeur, mais comme le souvenir indélébile d'un amour tragique, d'une vie fauchée en son printemps et d'une présence qui, même dans l'au-delà, refuse d'être oubliée. En visitant Brisac, on ne cherche pas seulement à frôler l'au-delà, mais à le toucher du doigt, de par la complexité de l'âme humaine dans ce qu'elle a de plus beau et de plus tragique. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est un business pour certains. Oui, c'est ça. Bien souvent, tous les châteaux qui sont dits hantés, pour y aller, il faut remplir X ou Y, X ou Y, faut être ceci, faut être cela. Regardez le château de Faugeray. Le château de Fougeray, moi je me rappelle que quand Alex, enquêteur, alors hormis Choupi, je sais pas s'il y en a d'autres qui connaissent Alex, parce que Alex a arrêté euh, depuis quelques années maintenant, malheureusement d'ailleurs, eh bien, pour aller à Fougeray, lui, il avait eu l'autorisation de Véronique et tout, et il a eu le château pour lui tout seul. Au jour d'aujourd'hui, pour vous aller au château de Fougeray, bon courage. Sauf si vous louez une chambre. Mais alors, vous ne pourrez pas faire une enquête ailleurs. Après, comme dit Caro, ça coûte super cher parce que eux, ils ont refait tout. Il a un nez fumé sous la douche. Hein? Quand je suis passée près de ce joli château, les gens du coin m'ont conseillé d'aller le visiter. Je viens de comprendre. Celui-là, le château de Brissac, il est situé où? Parce qu'il est dans la Loire, ça, ok, ça j'ai compris, mais il est situé où? Il est situé près de quelle grande ville en France? N'oubliez pas que moi, je suis pas en France, donc du coup, pas très loin d'Angers. Ah oui, Angers est au centre. Angers est au centre. Ça fait très loin pour moi. C'est celui que ma fille voulait y aller. Ah ben, vous voyez. Les L'Herbeau, oui, j'ai vu que t'avais mis des photos. Après, moi, tous les châteaux, oh ouais, il est magnifique. Il est vraiment magnifique, en effet. Il est sublime. Moi, j'étais en colonie dans un château, c'était flippant la nuit. Ben écoute, moi aussi, quand je suis partie, j'avais 14 ans. Il y avait en Flandre une école pour les vacances. Donc, tu partais euh, 3 semaines donc, dans cette école. Bonne nuit, David. Repose-toi bien et prends soin de toi. Donc il y avait une école pendant 3 semaines et puis pendant 3 semaines, vous partiez soit aux Pays-Bas, soit en Angleterre parce qu'il y avait les cours de néerlandais et les cours d'anglais. J'avais quelques lacunes en anglais, donc mes parents m'y ont inscrit et j'ai été 3 semaines dans cette école. On étudiait de la journée. Le soir, on avait quartier libre dans le bâtiment et c'était un château. Et, moi, de cette époque-là, tu vois, j'étais pas encore trop réceptive, mais je sais qu'il y avait des choses bizarres qui se passaient par un moment. Mais je ne saurais plus vous dire le nom, etc. Je sais que c'était en Flandre, mais
j'ai pas gardé de souvenirs de l'endroit, etc. Donc c'est pour vous dire qu'en fait, les châteaux, que vous soyez n'importe où, ben, en fait, ils ont toujours une histoire. Hulk. Alors, l'histoire suivante est l'histoire de la nonne de Borlée-Rectory. Sur les terres mystiques d'Excess s'élevait Borlée-Rectory, un édifice de style néogothique qui portait en lui les secrets et les murmures d'une autre époque. Construit en 1862 par le révérend Henri Boulle, il se dressait majestueux sur les fondations d'un ancien bâtiment consumé par les flammes en 1841. Par-delà ces murs, Borlée-Rectory fut bientôt enveloppé d'une aura de mystère, gagnant le titre non enviable de la maison la plus hantée d'Angleterre. L'histoire d'un presbytère est tissée de sombres légendes et de phénomènes inexpliqués, des apparitions nocturnes au poltergeist, des inscriptions énigmatiques aux sonnettes qui s'agitent sans raison, et aux lumières spectrales surgissant dans le vide. Le presbytère est un foyer d'activité paranormale intense. Ces phénomènes attirent l'attention des curieux, des chercheurs, parmi lesquels Harry Price, on en a déjà parlé en live, un éminent chasseur de fantômes et membre de la Société euh, for Psychical Research, SPR. Rappelez-vous, on a fait un live sur Harry Price. Pendant une année entière, Harry Price se consacra à l'étude du presbytère, accumulant preuves et témoignages de l'au-delà. Sa conclusion fut sans appel. Borley Rectory était bel et bien hanté. Parmi les nombreux spectres, la figure d'une nonne errante et celle d'un cocher sans tête se détachaient, hantant les allées du parc, dont l'une fut même baptisée Numb's Walk, en hommage bien évidemment à ces apparitions. Pourtant, la crédibilité de Price fut mise à lourde épreuve lorsque la SPR, dont il était membre, publia une contre-enquête. Cette dernière accusa Harry Price de fraude, arguant qu'il avait lui-même orchestré les phénomènes paranormaux qu'il prétendait observer. On en avait parlé d'ailleurs, qu'il avait laissé des personnes seules dans le lieu et qu'ils n'avaient pas d'appareil photo, de caméra, et qu'à ce moment-là, il s'était passé quelque chose et que ça n'avait pas été filmé ni rapporté en photo, mais que ça avait été quand même considéré comme étant quelque chose de paranormal. Étant à côté de Brocéliande, je cherche même plus les lieux bizarres, il y a des trucs chelous à la maison déjà. Mais ici aussi, je ne suis pas je ne suis pas sur un lieu dit pour ainsi dire paranormal, et Nancy non plus. Et nous avons toutes les deux des faits paranormaux chez nous. Moi, j'habite ici, elle habite là-bas au coin de la rue. Caro, elle l'a vu. 50 mètres et je suis chez elle. Je n'ai pas compté mon nombre de pas quand j'ai été chez elle tout à l'heure, mais je pense que je dois faire 20-30 pas. Oui, toi aussi, Caro. Donc, c'est pour vous dire que, au-delà des controverses et des accusations, le mystère de Borlée-Rectory demeurait intact, nourrissant les fantasmes et les interrogations. L'histoire de la nonne, en particulier, captiva l'imagination collective. Selon la légende, elle était l'esprit tourmenté d'une religieuse qui, au XVIIe siècle, avait été murée vive dans les sous-sols du monastère voisin pour avoir enfreint ses vœux. Son amour interdit pour un moine du monastère avait scellé son destin tragique et son âme était désormais condamnée à errer éternellement dans les alentours du presbytère. D'ailleurs, de cette histoire est sorti le film La Nonne, parce que justement, allez, les enquêteurs, comment ils s'appellent encore? Oh, je le dirai 100 fois. J'ai des trous de mémoire, c'est horrible.
les mon cerveau me fait défaut. Aidez-moi. Les enquêteurs du paranormal américains. Je ne sais plus. Je reviens plus sur leur nom et en plus le pire de tout c'est que j'ai fait un live même deux sur eux. Non, pas Ghost Adventure. Oui, c'est ça. Les Warren. Merci Caro. Ah ben non, c'est justement là. Les Warren, voilà. Eh ben, les Warren, ils ont été à cet endroit-là. Et c'est de là qu'est sorti le film La Nonne, que vous connaissez, justement, de cette histoire de Borlée. Le destin final fut aussi spectaculaire que son histoire. Ravagé par les flammes lors de la Seconde Guerre mondiale, il fut définitivement démoli en 1944, emportant avec lui les secrets et les esprits qui avaient occupé ces lieux. Aujourd'hui, seul le souvenir de Borley Rectory subsiste, entretenu par les récits et les légendes qui constituent fascination. Malgré les preuves de fraude et de scepticisme, le mystère de Borley Rectory et de sa nonne hantée demeure un des chapitres les plus captivants du paranormal en Angleterre. Entre croyances et dénégation, la vérité sur Borley Rectory se perd dans les brumes du temps, laissant place à l'imagination pour combler les vides d'une histoire à jamais gravée dans le folklore anglais. C'est vrai qu'en Angleterre, il y a énormément d'histoires. Bienvenue à toi, Maa Deville. Bienvenue à toi sur le live. Bienvenue dans les histoires de fantômes vrai. Il n'y a pas un chat qui a miaulé? Si, il y a un chat. C'est le chat des alertes. Ah ouais, c'est bien là. C'est près de chez toi, ça, Neiko? C'est toujours habité cet endroit. Je travaillais juste à côté. Il a un truc, ce lieu, n'empêche. Donc ici, tu es sur une chaîne où on parle ésotérisme et paranormal. Le lundi, les lives, c'est tout ce qui est ésotérique, donc la pleine lune, la nouvelle lune, les guidances, les sabbats, etc. Le mercredi, on fait du gaming. Le vendredi, on parle paranormal, des mythes, des légendes, etc. Et le samedi, on fait de la lecture. Le mercredi aussi, quand il n'y a pas gaming, il y a les enquêtes paranormales une fois par mois. Et quand on sera en hiver, eh bien, il y aura pas de, de, de live gaming. C'est quoi comme gaming le jeudi? Vous jouez à quel jeu? Ah non, le gaming, c'est le mercredi. Alors, je stream le lundi, le mercredi, le vendredi et le samedi. Mais tout est fait en sorte que ce soit clair. Parce qu'avant, je divisais mon live gaming en deux. Et je faisais une partie lecture et une partie gaming. Mais du coup, il fallait couper le jeu. On jouait moins longtemps. Donc, ouais, un jour sur deux, quasiment. Le mardi, je ne stream pas. Le jeudi, je ne stream pas. Le dimanche non plus. Après, c'est facile. Le samedi, c'est juste les live lectures. Donc, ça ne me demande pas de préparation postérieure. Donc, voilà. C'est pas grave. Alors, au gaming, on a fait plein de trucs. J'ai fait Little Nightmares, j'ai fait le jeu des Schtroumpfs, euh, on a fait Disney Dreamlight Valley. Après, on fait quand il y a les grosses mises à jour. On a fait Room aussi.
Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait aussi le jeu qu'elle m'avait dit, euh, Angel. Je sais plus c'est quoi. On a fait House Flipper. Qu'est-ce qu'on a encore fait? On a fait Silent Breath. Il y a plein de jeux en fait. J'aime pas Phasmophobia, mais pas du tout. Et je vais te dire pourquoi. Parce que on fait des enquêtes paranormales justement le mercredi. Et en fait, ce que je reproche au jeu Phasmo, c'est que il y a plein de trucs qui sont faux par rapport aux enquêtes. Et du coup, ça ne me correspond pas. J'aime pas, c'est pas le jeu que je n'aime pas, hein, parce que Silent Breath, j'ai kiffé. Il y a Blair Witch aussi que j'aime bien. Oui, ça m'agace parce que en fait, c'est pas raccordé à. Alors, je sais que c'est un jeu, hein, mais du coup, comme moi, j'ai vraiment le pied dans le paranormal authentique, ben du coup, voilà, c'est compliqué de jouer à Phasmo. Après, je connais plein de gens qui jouent à Phasmo, ben comme Johnson. Johnson, hier, c'est hier qu'il joue à Phasmo, que je suis passée le voir. Je pense que c'est hier. Euh, Lui, il joue toutes les semaines. Mais moi, j'ai essayé, hein, je l'ai, hein, Phasmo, hein. Mais en fait, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout le jeu. Mm. Ouais, moi, il me correspond pas trop le jeu. C'est pour ça que, voilà, quand il y en a d'autres qui le streament, ça me dérange pas de le voir streamer. Mais perso, j'aime pas le jeu en lui-même. J'aime pas y jouer. Je trouve qu'il y a trop de notes fausses. Mm. T'aimes pas les jeux d'horreur? Moi, tu vois, je kiffe les jeux d'horreur. Par exemple, Silent Breath, je kiffe ce jeu. Tu dois trouver 5 corps et tu croises plein de démons, enfin toutes sortes de trucs qui peuvent te tuer, un clown, des trucs ouf, et tu peux pas gueuler. Eh ben, ce jeu-là, c'est parce que je me fais toujours tuer pour X ou Y raison, parce que je le regarde ou un truc comme ça, mais c'est pas parce que je fais du bruit ou parce que je crie, parce que le jeu ne me fait pas peur. Donc voilà. Allez, on va continuer avec l'apparition du palais de Hampton Court. Le château, majestueusement ancré sur les rives de la Tamise dans le district du Richmond, a traversé les siècles comme un témoin privilégié des tumultes et des fastes de la monarchie anglaise. Devenu résidence favorite du roi Henri VIII, ce palais d'État chargé d'histoire et de culture a été le théâtre de nombreux événements qui ont façonné l'Angleterre. L'histoire de Hampton Court commence en 1518 lorsque Thomas Wolsey, archevêque d'York, choisit ce lieu comme résidence principale. Ce choix marquait déjà le palais comme un centre de pouvoir ecclésiastique et politique. En 1523, Wolsey acheva la construction des appartements royaux destinés à Henri VIII, signe de la magnificence et de l'importance croissante de Hampton Court. Toutefois, en 1526, sous la pression, Wolsey fut contraint de céder le palais au roi qui établit une cour fastueuse. La destinée de ce lieu fut encore plus intimement liée à celle de la monarchie en 1537, année durant laquelle naquit Édouard, le fils unique d'Henri VIII. La joie fut de courte durée car Jeanne Seymour, la mère d'Édouard, décéda au palais quelques jours après sa naissance. Cette période marqua le début de l'association du château avec des événements marquants et parfois tragiques de la royauté.
Le palais fut également le décor de l'emprisonnement de Charles Ier en 1649 par l'armée d'Oliver Cromwell, avant que ce dernier ne s'en échappât mystérieusement. Plus tard, en 1689, le château connut des transformations majeures sous Guillaume III et Marie II, qui ordonnèrent à Sir Christopher Wren de reconstruire le palais, effaçant ainsi une partie de l'héritage architectural d'Henri VIII. Au fil des années, Hampton Court a vu des figures royales moins engagées jusqu'à ce que la reine Victoria décide en 1838 d'ouvrir les portes du palais au public, démocratisant ainsi l'accès de ce monument historique. L'incendie de 1986, qui ravagea une grande partie des appartements royaux, fut un autre moment sombre dans l'histoire du palais, nécessitant 6 ans de rénovation intensive. Au-delà de son importance historique et architecturale, Hampton Court est célèbre pour ses phénomènes paranormaux. Le 21 décembre 2003, une vidéo a capturé ce qui semble être le fantôme d'Henri VIII, ajoutant une couche de mystère à l'ambiance déjà chargée du château. La Dame Grise sont dites hantées. Hein. C'est quoi cette histoire? La Dame Grise sont dites hantées ces couloirs, renforçant la légende de Hampton Court comme un lieu entre deux mondes. Il y a des dames de toutes les couleurs. Hein. La jeune fille fantomatique dont l'identité reste inconnue souligne l'étrange sentiment que le passé royal et ses tragédies sont encore palpables dans l'air. Hampton Court reste un lieu où l'histoire et le folklore se rencontrent, où les échos des pas des rois et des reines résonnent encore dans les vastes salles et où chaque pierre semble raconter une histoire de grandeur et de décadence, de vie et de mort, de réalité et de légende. Jérôme, j'ai pas le courage Phasmo, c'est le seul jeu que j'ai essayé et au début j'avais super peur, alors qu'au final avec le temps ça me fait pas peur du tout. Oui, mais ça c'est en fait c'est les personnes qui ont peur du paranormal. Après, il faut savoir que tout ce que vous voyez dans les films d'horreur, c'est pas la réalité. Ouais, aussi, Caro. Et la dernière histoire du livre sont les fantômes du château de Lip. La femme effrayée mais fascinée continua ses expériences occultes, attirant encore plus d'attention de l'entité surnaturelle qui résidait désormais dans les murs de Lip. La présence du démon semblait renforcer le caractère hanté du château, faisant de lui un lieu de prédilection pour les chercheurs de fantômes et les curieux de l'occulte du monde entier. Les visites du château de Lip se multiplièrent alors que les histoires de ces fantômes se répandaient. Des bruits étranges, des apparitions fugaces dans les couloirs, des sensations de froid glacial, des odeurs inexplicables de feu, de soufre, étaient souvent rapportées par ceux qui osaient explorer ces sombres couloirs et ces chambres abandonnées. L'escalier principal où tant de tragédies avaient eu lieu était particulièrement réputé pour être le lieu où l'on pouvait entendre des pas et voir des silhouettes fantomatiques. Les visiteurs parlaient d'une sensation oppressante en, en montant les marches, comme si les esprits malheureux du passé cherchaient à raconter leur histoire. Le donjon Mildred, voilà, Darby, pratiquer ces rites noirs était un autre point focal des manifestations paranormales. Les gens disaient parfois sentir des mains invisibles les toucher ou entendre des murmures presque inaudibles.
Des photographes ont capturé des formes floues et des orbes lumineux, donnant crédit aux légendes qui prétendent que le château est un des lieux les plus hantés d'Irlande. Avec le temps, le château de Lippe est devenu un incontournable pour les équipes de télévision et des documentaristes intéressés par le paranormal. Des émissions dédiées aux lieux hantés du monde entier ont souvent présenté le château, chacune ajoutant une touche de sa légende terrifiante. Je me demande si c'est pas Ghost Adventure qui avait été. Je pense pas que c'est eux qui avaient été. Je pense que c'est les Laps qui avaient été dans ce lieu. Les actuels propriétaires du château, tout en préservant la structure historique, ont ouvert leurs portes aux touristes, offrant des visites guidées qui racontent non seulement l'histoire sanglante du château, mais aussi ses nombreuses histoires de fantômes. Les visiteurs viennent de partout, espérant percevoir quelque chose d'inexpliqué et peut-être même rencontrer l'un des esprits du château. Le château de Lippe, avec ses histoires de meurtres, de trahison, de sorcellerie et de spectres, continue à fasciner et à effrayer. Les légendes du château sont devenues une partie intégrante de la culture locale, transmise de génération en génération. Chaque récit ajoutant une nuance de mystère et de terreur à l'image déjà sombre de ce lieu. En fin de compte, que l'on croit ou non aux fantômes, le château de Lippe offre une fenêtre sur le passé sombre de l'Irlande, ses croyances et ses peurs. C'est un témoignage vivant de l'histoire humaine, riche et complexe, qui rappelle que les légendes, qu'elles soient vraies ou non, ont le pouvoir de perdurer à travers les siècles. Voilà. Oh, moi, j'adore les châteaux. Voilà, nous avons terminé. Il est fini. Euh, Deux lives. Tout est flippant la nuit. Moi, je ne trouve pas. Je trouve que la nuit, c'est apaisant. La prochaine fois, ah non, ça c'est le 2. Au prochain live, je pense qu'on va commencer par les 26 dossiers. Alors, attendez, parce que là, je pense que les histoires sont beaucoup plus longues. Oui. Euh, il y a 26 histoires dans ce livre. Regardez comme il est épais. Donc, à mon avis, euh, on va rester beaucoup plus longtemps parce que on fera beaucoup moins d'histoires. Mais je pense que une histoire, apparemment, c'est une centaine de pages, ce qui est énorme. Donc, voilà, c'est déjà pas mal, hein, je pense. Mm. Je me doute, Nico. Déjà, quand on conduit la nuit, la route n'est plus la même qu'en plein jour. Exactement. Après, ça, c'est toute une question de vue, hein. J'ai tellement de problèmes de vue que ça, c'est encore une autre histoire. Et pour les autres, les mystérieux dossiers, là, les histoires sont un peu plus courtes. Ouais. L'écriture est petite, hein. Il faudra vraiment que je m'achète des loupes, moi. Bon, allez, je vais le mettre là-dedans. Je vais mettre le joli truc de Caro dans mon livre. Voilà. Je la nargue à chaque fois avec ça. Ah oui, 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 ça, je suis d'accord avec toi. C'est jamais pareil, 2 jours et 2 nuits.
Mais le problème, c'est que comme j'ai des problèmes de vue parfois, euh, j'ai l'impression que la route, elle tourne ou que la route, elle continue tout droit ou des choses de genre. Et en fait, c'est pas ça du tout. Donc, je dois vraiment faire attention. C'est pour ça que je suis toujours prudente. Ah ouais, mais franchement, déjà de jour, il est déjà très impressionnant. Donc de nuit, ça doit être pareil. Oui, ben exactement. Je suis d'accord avec toi, Caro. J'ai exactement la même chose que toi. Il y a des endroits que je reconnais pas non plus. Je me dis, c'est bien ici ou il y a vraiment que quand c'est des endroits que, par exemple, que j'ai vraiment, vraiment l'habitude, que j'ai fait des milliers de fois, que... Et encore, hein, vous savez, ici, ils n'ont plus l'air d'éteindre les lampes du tout, que ce soit semaine et week-end. Donc, du coup, c'est encore différent. Mais quand il fait tout noir et que... Je crois que c'est un ancien monastère. Et maintenant, c'est quoi qu'il y a là-dedans? C'est un hôpital, Jérôme? Un EHPAD. Ça se voit. Ça a un air d'hôpital. Je sais pas pourquoi, mais maison de retraite. Ouais. C'est grand, hein. Ça doit pas être très facile là-dedans. Oui, chez vous, mais en Belgique, apparemment, ils éteignent plus. Je ne sais pas pourquoi ils éteignent plus. Ils ont laissé allumer pendant les festivals, le festival de Dour et ici le Summer Festival. Ils ont laissé allumer, puis ils éteignaient. Et puis là, depuis le mois de septembre, ils éteignent plus. Donc, ne me demandez pas ce qu'ils font, hein, voilà. Les gens se défenestrent, bizarrement. Ah ouais, carrément. Mm. Ça sent la tristesse. C'est pour ça que j'ai cru que c'était un hôpital. Parce que justement, vu l'ambiance que ça dégage, doit avoir des dépressions là-dedans. Après, ouais, il est bizarre ce bâtiment, il fout le bourdon. Il donne frissonnant. Pour ceux qui n'ont pas vu, vous irez voir sur Discord à la fin du live. Bon, alors, on va faire le raid. J'ai deux propositions. Attendez, je vais aller voir parce que je pense que je vous ai jamais amené chez Love. Je vous ai jamais amené chez Love. Love est déjà venu ici, mais moi je vous ai jamais emmené chez Love. Euh, Love est sur Supermarket Together. Nous allons traverser les mers pour aller direction le Canada. Nous allons aller chez Love. Euh, je vous emmène chez Love. N'hésitez pas à mettre des petites émotes et tout, même si moi j'en ai pas des autres émotes des autres streamers que vous suivez. Restez pour le raid, s'il vous plaît. N'hésitez pas à lui faire un petit coucou et tout. Elle est super gentille, Love. Elle est super avenante. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve lundi pour la pleine lune. Plein de bisous. Je vous passe sur la fin.